Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Un magazine qui va aujourd'hui pousser les portes de la perception. Break on through to the other side, comme le disait Jim Morrison. En 2014, 4% de la population mondiale a déclaré avoir consommé au moins une fois de la drogue. La guerre aux stupéfiants semble définitivement perdue, mais que faire alors? Dépénaliser, décriminaliser ou légaliser? Faut-il désintoxiquer la loi? C'est ce que nous allons demander à nos invités aujourd'hui. Bonjour à vous. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ange Cornet, directrice du Centre d'action laïque du Luxembourg. Bonjour. Bonjour. Catherine Van Heyck, directrice de l'ASBL Modus Vivendi, et Christophe Marchand, avocat, mais aussi directeur, président du groupe de travail drogue du Centre d'action laïque. Alors, avant d'entamer le débat, je vous propose de planter le décor et même de planter un peu de cannabis en compagnie de Pierre Schonbrod qui signe ce reportage. Liège, 17 mai 2016, au pied de la gare des Guillemins. Une grande marche pour la légalisation du cannabis se met en branle. À la brigade des stupes, je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff. Ils ont trouvé mon paf. Ils ne sont pas nombreux. Pourtant, le cannabis est la drogue la plus consommée en Europe. 16,6 millions d'Européens âgés de 15 à 34 ans déclarent avoir consommé dans l'année. 1% de la population européenne seraient des consommateurs quotidiens. Ah, pourquoi je fume? Ben, tout simplement parce que l'effet procuré par le cannabis me plaît. Parce que ça me permet d'être plus zen, plus relaxé. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je fume, même quotidiennement. J'ai toujours une vie active, un peu plus ordinaire, une vie de famille. Je n'ai pas coupé mes liens avec les amis, la famille. Je ne me suis pas isolé comme si j'étais devenu maintenant malade. J'ai pas cette sorte de stuff. Pourquoi on décide de planter chez soi? À la fois, je pense qu'il y a la raison économique, évidemment, et la raison, je dirais, des propriétés écologiques, par exemple. Parce que là, au moins, on sait quand on la cultive chez soi, il n'y a pas plein de crasse dessus. Et pour acheter des graines, rien de plus simple grâce au commerce en ligne. En 2 clics et 24 heures d'attente, elles sont livrées à domicile en toute discrétion. Cette facilité a contribué à l'essor de la culture à domicile. Planté est considéré par d'aucuns comme une alternative au marché noir occupé par des dealers peu scrupuleux. C'est un marché juteux que des citoyens souhaitent éviter en s'organisant. Ils créent ou deviennent membres de Cannabis Social Club, une sorte de coöperative qui a le don d'agacer les autorités du royaume. En die Cannabis Social Clubs zijn een heel interessant model, omdat het eigenlijk een soort van middenweg is tussen totale prohibitie en complete vrije commercialisering. Het is eigenlijk een soort van coöperatief model waarbij een groepje mensen zich verenigt en cannabis produceert alleen voor de leden binnen de groep. En in heel de wereld wordt daar nu op dit moment met heel veel interesse naartoe gekeken. Dus ik denk dat de eerste stap in België, een goede stap zou zijn, is dat er effectief nagedacht wordt over hoe kunnen we zo'n model nu echt regelen in detail. Want het vreemde is dat de politieke wereld op dit moment daar schijnbaar niet wil over nadenken. Ce sont en fait une simple directive de 2004 et une circulaire de la ministre de la Justice qui réglemente l'usage du cannabis. Elle prévoit pour les majeurs d'accorder la plus faible des priorités judiciaires à l'égard de la détention de 3 grammes ou d'une plante. Une situation paradoxale pour ne pas dire hypocrite puisque le législateur soulage la justice tout en détournant pudiquement les yeux du trafic illégal du cannabis. Et comme pour rajouter à la confusion, le gouvernement Michel a déclaré quant à lui son intention d'appliquer la tolérance zéro à l'égard de la détention ostentatoire de cannabis.
Légaliser et organiser le commerce, ce n'est pas ouvrir la porte à la consommation, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, c'est dans le contexte actuel que les drogues sont ultra disponibles. Parce que quelqu'un qui ne voudrait même pas consommer, mais qui fréquente les boîtes de nuit, va de toute façon fréquenter des dealers. L'image, en tout cas, que les prohibitionnistes veulent faire passer, c'est que tous ceux qui pensent à un autre modèle sont des pro-drogue. Or, c'est totalement l'inverse. Nous, ce qu'on préconise, c'est des lieux spécifiques, clairement identifiés, sans publicité, dans lesquels l'usager viendra s'adresser pour acheter son produit et en plus le fera en général à une heure de la journée où il n'est pas encore sous l'influence du produit. Et donc, ça permettra d'avoir de l'échange d'informations, etc. Le monde de la justice plaide également pour une évolution urgente en la matière. Derrière les lignes de Michel Claise, par exemple, juge d'instruction et écrivain, le lecteur lit une démonstration implacable de l'échec de la guerre déclarée aux narcotrafiquants. Le problème, c'est que dans le cadre du produit, c'est le blanchiment du produit. Donc ça veut donc dire à un certain moment que le narcotrafiquant doit pouvoir profiter du produit de son argent, il va donc le recycler. Alors la première chose qui est épouvantablement dangereuse, c'est évidemment qu'il va le recycler dans des entreprises saines, et donc vous aurez dans le monde entier des tas d'entreprises saines qui sont entre les mains décisionnelles des mafieux, et de plus en plus. Si je suis effectivement tout à fait favorable à la libéralisation pour ce que je vous ai cité comme raison, je ne suis pas peut-être pour une libéralisation globale, tout le monde peut vendre. J'émettrai à tout le moins deux bémols. C'est une libéralisation organisée, donc c'est-à-dire en pharmacie ou dans des magasins d'État, mais pour ma part, dans le cadre de la libéralisation de la vente de cannabis dans les conditions strictes que je vous ai citées, c'est plus un débat. Pour moi, c'est une obligation. Pour le procureur du roi, Jean-Bernard Cambier, ce n'est également plus un débat. Ces années de pratique l'ont amené à un constat limpide, la question de la consommation des drogues est une affaire de santé publique, non de justice pénale. En ce qui concerne les majeurs, il y a des années que nous ne poursuivons plus pour deux raisons. D'abord, pour des raisons pratiques, nous n'avons pas les moyens de poursuivre de tels dossiers. Et ensuite, parce que je me suis rendu compte au fil du temps que ce n'était pas opportun de s'occuper par la voie pénale des problèmes de consommation. Pourquoi ne peut-on pas consommer tel ou tel produit? Beaucoup me disent parce que la loi l'interdit. D'accord, mais pourquoi le législateur l'a-t-il interdit? À la brigade des stupes. Voilà, Christophe Marchand, vous êtes avocat, vous dirigez le groupe de travail drogue du Centre d'action laïque. Que dit cette loi? Une loi qui n'est vraiment pas toute jeune et qui est complètement obsolète. Expliquez-nous pourquoi. Ouais, c'est une loi très ancienne, donc c'est une loi de 21, donc qui date déjà de 1921. Une loi qui a été prise à l'époque dans l'urgence, parce qu'on avait tout à coup à faire face à ce nouveau phénomène des drogues. Donc c'est une loi très courte et qui renvoie finalement tout le pouvoir au gouvernement, qui alors a modifié la loi au fil du temps. Et en effet, elle a été modifiée pour la dernière fois en 2003, où on a tenté à ce moment-là d'un peu adoucir finalement la loi pénale. On a parlé à ce moment-là que c'était une légalisation ou une dépénalisation du cannabis. Mais cette loi n'a pas apporté toute la clarté qui est nécessaire, parce que on se rend compte aujourd'hui que, par exemple, pour la consommation de cannabis, ça reste une infraction. Donc c'est 15 à 25 € d'amende de détenir du cannabis, de le transporter. Le voit dans le reportage d'ailleurs, le consommateur planteur, entre guillemets, par la voie cachée, oui, voilà, visage ça reste masqué. interdit. Ça reste interdit, mais c'est un peu une interdiction symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poursuite, c'est ce qu'expliquait le magistrat juste avant, en disant moi je ne poursuis pas, même si ça reste interdit, je ne poursuis pas. Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'il y a des situations qui sont vraiment différentes d'une région à l'autre de la Belgique, et tout dépend de l'homme, que ce soit le magistrat ou même le policier, qui va décider, oui ou non, s'il va faire un procès verbal, s'il va saisir ou pas le cannabis qui est trouvé, s'il y a moins de 3 grammes. Bref, il y a une insécurité juridique qui n'est pas compatible, je dirais, avec les règles habituelles de la démocratie et de l'état de droit. Et c'est ça que le Centre d'action laïque met en avant, en disant finalement c'est un débat éthique un peu du même type que celui de l'avortement, où à un moment donné, eh bien, il était pénalement tout à fait interdit de procéder à une interruption volontaire de grossesse, et il y avait des pratiques différentes d'un endroit à l'autre, et c'est ça que le Centre d'action laïque a milité alors pour qu'il y ait au moins la sécurité juridique et que les citoyens sachent exactement ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Et dans le cas du cannabis, c'est exactement la même chose. Et donc on favorise alors plutôt une réglementation et de stopper cet interdit
idiot. On en reparlera avec Marie-Ange Cornet notamment, et puis avec vous, des propositions du Centre d'action laïque. Mais sur le terrain, j'avais envie de demander à Catherine Van Heuck, vous êtes directrice de l'ASBL Modus Vivendi. Qu'est-ce que cette loi offre comme paysage aujourd'hui, vous qui travaillez sur le terrain? Qu'est-ce que vous voyez? Que fait d'abord Modus Vivendi, en quelques mots? Donc Modus Vivendi s'occupe de ce qu'on appelle la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Donc une fois que les gens consomment et qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter, comment est-ce qu'on fait pour réduire les risques par rapport à ça? Nous, ce qu'on constate, c'est que la loi entrave nos actions. Donc je pense que pénaliser et mettre des gens en prison parce qu'ils consomment et qu'ils ne savent pas arrêter ou qu'ils ont un problème avec ça, ça ne résout rien. Au contraire, parce que d'abord la drogue, il y en a en prison aussi, donc c'est pas peut-être le meilleur endroit pour arrêter. Et en plus, donc je dirais, c'est d'une part un problème pour l'usager, puisque il risque non seulement la prison, mais ça peut lui poser des problèmes aussi au niveau de son travail, s'il a un casier, etc., de réinsertion, mais aussi au niveau de la mise en place de projets, puisque nos projets peinent à s'installer dans ce cadre légal actuel. Quels sont les chiffres aujourd'hui des personnes en prison à cause de faits de drogue, justement? Christophe Marchand, peut-être, vous avez, Marie-Ange? Une trentaine de pourcents, en fait. Ouais, trentaine de pourcents. Donc, voilà. On pourrait libérer pas mal de places dans ces prisons-là. À voir, parce qu'il y a effectivement des consommateurs, mais il y a aussi des gens qui sont là pour trafic, et dont c'est le métier, qui se reporteraient sans doute sur d'autres trafics. Mais pour l'instant, on pourrait dire que 30% sont avec des faits liés aux drogues. Je suppose, Catherine Van Heuck, que vous avez plutôt réfléchi à la question. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place, si la loi le permettait, concrètement sur le terrain, disons demain? Demain, ce serait d'abord un cadre légal clair, puisque le cadre légal actuel, comme l'a rappelé Christophe, il n'est pas clair du tout. Notamment, on parle d'une nouvelle directive qui est confidentielle, qui enjoindrait de saisir systématiquement, par exemple, quand quelqu'un est pris en possession de produits. Donc, non seulement la loi n'est pas claire, il y a des directives qui sont mises en plus, mais en plus, certaines directives ne sont pas connues. Donc, personne ne s'y retrouve. Donc, la première chose, c'est peut-être de clarifier par rapport aux usagers qui ne savent plus ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, qui est une... nous, en tout cas, à Modus, on se positionne pour un projet de réglementation claire. Donc, pas de mise à disposition comme ça sur le marché, mais d'accès contrôlé. Alors là, on parle plutôt de cannabis? Non, de toutes les drogues. De toutes les drogues. Oui. Donc, ce serait... Comment opérerions-nous une vente en la contrôlant? Comment est-ce que concrètement ça pourrait se passer? Pour ça, le projet du CAL est assez intéressant. Marie-Ange va nous l'expliquer alors. Donc, voilà, il y a trois accès différenciés suivant le type de produit et le type d'usage. Le fait, justement, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est de ne pas donner une disponibilité comme ça immédiate à plein de produits. Mais est-ce que... On a peur de la drogue, c'est clair que ça fait toujours peur. Mais est-ce que consommer, c'est tomber forcément dans la dépendance? Mais d'abord, il faudrait un peu retravailler sur toutes les idées qu'on a sur les produits. La pire drogue, c'est l'alcool. C'est celle qui provoque le plus de dépendance et le plus de ravages, tant au niveau physique, mental, social, quand il y a abus. Quand on parle de drogue, on ne pense pas en premier lieu à l'alcool. Et on la met toujours sur le côté. Oui. Et elle est disponible tout à fait chez nous. Je veux dire, la plupart du budget autour de l'alcool, il va dans les traitements. Et au niveau de la prévention, il y a très peu qui est fait. Il y a aussi le lobby des alcooliers aussi qui joue un rôle. Et donc, je pense qu'il faut d'abord remettre les choses un peu à niveau. Une drogue, c'est quoi? C'est pas parce qu'on prend une fois un produit qu'on tombe comme ça. Il y a ce schéma de la spirale. Ah, tu fumes un joint, tu vas te retrouver junkie avec une seringue dans le bras. C'est pas du tout vrai. Ça ne veut pas dire que c'est anodin. Je pense qu'il faut ni diaboliser ni banaliser, mais il faut déjà avoir un discours un peu plus juste sur les produits et être peut-être plus à l'écoute des gens qui consomment et surtout savoir pourquoi ils consomment. Parce que souvent le produit, en tout cas ce qu'on remarque, c'est quand il y a de l'abus ou de la dépendance, il est là pour répondre à un manque. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler d'abord du côté du consommateur et de ses besoins plutôt que du côté de la répression. Plutôt que de punir. Marie-Ange Cornet, vous aussi, vous travaillez sur le terrain, vous êtes directrice du Centre d'action laïque Luxembourg et vous avez clairement des propositions. Le Centre d'action laïque a des propositions à faire, quelles sont-elles? On va d'abord parler du cannabis, je pense, parce que vous vous déclinez sur
différentes drogues, les Donc la propositions. proposition, effectivement, concerne 3 types de produits. Concernant le cannabis, on voit bien que c'est un produit qui est installé. Donc 5%, effectivement, 4-5%, 6% dans certains centres urbains de consommateurs réguliers. Si on regarde chez les jeunes la consommation et la consommation une fois dans la vie, certaines études montrent 40-50%. Donc c'est un produit qui est installé, qui est culturellement assez bien connu. Et donc dans notre proposition, ce que nous voulons faire, c'est faire un groupe de produits avec l'alcool et le tabac. Et donc appliquer les mêmes règles que pour l'alcool et le tabac en repointant la nécessité de veiller à ce que les mineurs n'aient pas accès aux produits. Actuellement, il est assez simple pour un jeune de moins de 16 ans qui a une carrure de plus de 16 ans d'avoir accès à l'alcool, au vin, à la bière. Et donc nous voudrions en fait pouvoir dire remettons un focus là-dessus, mais permettons à tous ceux qui ont plus de 16 ans d'avoir accès au cannabis pour éviter alors le deal et parfois un deal avec les autres produits parce que ça c'est aussi c'est les mélanges voilà qui font peur aussi. Et on sait aussi et la dernière l'ancien ministre de l'Intérieur avait vraiment pointé les fabrications, les productions personnelles et donc il y avait eu beaucoup de descentes. Ce qui s'est passé sur le terrain, c'est que le cannabis a été remplacé par l'héroïne. Alors on voit effectivement que ce n'est pas le bon schéma, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc je pense qu'une vente d'un cannabis qui n'est pas frelaté, qui est connu, je dis toujours, si vous prenez un verre d'alcool, vous savez ce qu'il y a dedans, quelle est la teneur en alcool. Si vous fumez un joint, eh bien, vous ne le savez pas, puisque ce n'est pas contrôlé. Alors, et c'est... une vente dans des boutiques spécialisées, un peu des coffee shops, Alors, mais à l'idée, visée c'est... moins commerciale, parce qu'ils sont fort décriés actuellement, les coffee shops. Oui, l'idée, c'est d'avoir effectivement une vente libre et donc quand même dans un endroit différencié. Bon, on pourrait imaginer, hein, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, dans les supermarchés, mais un comptoir quand même. Pas comme la bière ou le vin dans les rayons, mais en tout cas un comptoir un peu à part et avec sur les produits quand même une attention attirée sur les risques, parce qu'on ne dit pas que le cannabis est un produit sans risque, comme l'alcool n'est pas un produit sans risque, donc avec une étiquette et surtout un contrôle de la chaîne de production, et ça c'est très important. Donc si on prend l'exemple des Pays-Bas, il n'y a pas ce contrôle sur la chaîne de production, et on a vu les dérives, notamment en pesticides, mais aussi en matière de montée des produits actifs dans le produit. Et donc, ce que nous voudrions, c'est vraiment que se mette en place une chaîne de production qui soit contrôlée et qui soit le plus bio possible quand même. Avec une prévention dans les écoles, à destination des jeunes, de plus en plus tôt d'ailleurs. Oui, donc la prévention est nécessaire. Ça, c'est nécessaire pour qu'il y ait une compréhension de ce que c'est le produit et des risques encourus à le consommer. Alors actuellement, on est bloqué par rapport à la prévention. On y va, mais on ne peut pas parler de consommation, puisqu'on ne peut pas faire de réduction de risque dans les écoles. Et donc, on se retrouve avec des classes où la moitié ont déjà consommé un produit, et il est impossible de leur dire, sans sortir aussi vite, qu'il ne faut pas consommer ou que consommer conduit nécessairement à l'héroïne, parce qu'il nourrit au nez. Donc c'est très difficile actuellement de faire une prévention et donc la légalisation permettrait d'avoir une parole juste et donc de faire plutôt de la prévention en matière de gestion de sa consommation plutôt que de diaboliser un produit que personne ne considère actuellement, en tout cas dans les classes, comme le diable. Et vous n'avez pas peur tout de même que les trafics illégaux forcent tout de même les voies et continuent à progresser ? Alors c'est le choix du consommateur. On voit bien qu'en matière d'alcool, la plupart des consommateurs, quasi tous les consommateurs, vont dans un magasin acheter de tabac également. On achète peu de cigarettes en contrebande. Voilà, donc c'est vrai que si les prix montent très fort, ça pourrait arriver. Mais si on arrive à un prix qui est même un petit peu au-dessus du prix actuel du marché, on pourrait se retrouver avec des consommateurs responsables qui vont acheter un produit connu plutôt que de l'acheter un monsieur qui serait dans la rue comme ça, qui vendrait sous le manteau.
Christophe Marchand, quelle est la situation dans le monde? L'actualité a été chaude ces derniers temps, c'est pour ça qu'on en reparle aussi. Légalisation au Colorado, au Canada, un vague échec de Pays-Bas tout de même. Faites-nous un petit topo de ce qui se passe, de ce qui a marché et ce qui ne marche pas. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est un peu, je dirais, étonnant dans cette matière-là, c'est que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de cannabis et de la légalisation du cannabis. Ça paraît être un thème dont on a déjà tout dit. En fait, pas du tout, puisque au départ, le cannabis n'était pas interdit. Quand je dis au départ, c'est au début, je dirais, du XXe siècle, puis petit à petit, il était interdit partout, sous la poussée des Américains. Et puis maintenant, on a je dirais, un phénomène inverse qui se passe, où dans certains États, il y a une véritable réglementation qui est mise en place. Alors, il y a le cas hollandais, qui est un cas, je dirais, un peu à part, parce que ça fait très longtemps, depuis les années 70, je pense que c'est en place. Mais là, c'est uniquement le fait que la personne puisse acheter. Il n'y a pas de réglementation de comment les coffee shops sont approvisionnés. Et dans la pratique, les coffee shops, en fait, sont liés à la mafia. Je veux dire, ça continue à être une production qui est tout à fait illégale. Le but est quand même de faire de l'argent. Le but est de faire de l'argent, mais en même temps, le but, au départ, pour les Néerlandais, c'était un but de santé publique. C'est-à-dire il fallait un lieu où on puisse acheter du cannabis sans être en contact avec d'autres drogues, et que ceux qui consommaient du cannabis, puisque cette drogue, certes, n'est pas anodine, mais n'est pas aussi dangereuse que d'autres, qu'on avait aménagé ces lieux-là. Et puis maintenant, on est en deuxième phase, on va dire, avec ces États comme l'Uruguay ou le Colorado. Ça, c'est vraiment incroyable, parce que quand on évoque la situation de la Belgique, donc la loi a changé en 2003, où il y avait vraiment une volonté à ce moment-là du gouvernement et du Parlement de réglementer le cannabis. On a dit, c'est pas possible, parce qu'il y a des conventions internationales, et que les États-Unis vont certainement s'opposer. Et on voit bizarrement maintenant, quand les États-Unis le font, les conventions internationales, c'est plus un problème, ils peuvent le faire. Mais donc, au Colorado, ça se fait avec succès. Donc, c'est vraiment un système qui, à la fois, je dirais, permet de cultiver sous contrôle. Mais un cannabis médical ou récréatif? Non, récréatif. Donc, c'est un cannabis qui est à disposition, comme un peu dans la proposition du Centre d'action laïque, où on peut avoir accès à un cannabis récréatif et pas médical. Et donc, l'avantage qui existe, c'est que le marché soit géré par l'État et soit retiré des mains mafieuses. L'autre avantage aussi au Colorado, c'est que ça apporte aussi beaucoup de revenus de taxes à l'État qui peut alors réinjecter, je dirais, dans la prévention, puisqu'on le répète toujours, le cannabis, c'est pas une drogue anodine, on ne dit pas que le cannabis, ce n'est rien. C'est pas vrai, il faut faire attention quand on consomme du cannabis. Prévention et contrôle, parce qu'il paraît que ça coûte quand même cher de devoir contrôler tout ce marché-là aussi. Oui, mais je veux dire, la prohibition telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on la connaît. Il y a eu des prohibitions, comme on disait, la petite prohibition de l'alcool. En Belgique, ça a été le cas partout. Puis on a cessé à un moment donné, parce qu'on s'est rendu compte que non, ça n'avait pas de résultat sur la santé publique. Parce que c'est la seule question. Quelle est la meilleure politique de santé publique pour les consommateurs? C'est-à-dire, et comme le disait Mme Van Heuk, à partir du moment où vous êtes un consommateur et que le premier interlocuteur de l'État que vous avez, ce n'est pas un assistant social, ce n'est pas un médecin, c'est un policier, je veux dire, il y a un problème, vous ne savez pas faire de la bonne santé publique, de la bonne politique de santé publique. Donc c'est intéressant, ces expériences-là sont super intéressantes. Un beau modèle, c'est le Portugal également, en Europe. Oui, c'est un modèle où il y a des amendes administratives, donc ça reste je dirais, on a dépénalisé, donc ce n'est plus le juge correctionnel, le juge pénal, mais seulement il y a des amendes qui sont possibles avec des injonctions thérapeutiques, etc. Nous, on est plutôt pour dire, mais non, il faut sortir de ce système de sanctions qui apporte aussi un intérêt, évidemment. Je veux dire, les adolescents sont bien plus attirés par le cannabis, éventuellement parce qu'il était interdit. Et je veux dire, par exemple, quand on voit les chiffres aux Pays-Bas, le fait que ce soit plus toléré là-bas, il y a moins de consommation aux Pays-Bas, alors que c'est plus accessible. Ouais. Donc il y a ce côté de l'interdit et de ce jeu de l'interdit que peuvent avoir les adolescents qui est important aussi. Et au final, en tout cas pour moi, en tant qu'avocat pénaliste, je veux dire, le droit pénal, c'est quelque chose d'important. C'est la loi des 12 tapes, tu ne tueras pas, tu ne violeras pas. Mais interdire le cannabis, ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens pour, je dirais, pour les enfants, les adolescents, ou même les jeunes adultes. Et donc on touche vraiment, je dirais, au cœur de la loi pénale, ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, et de la légitimité du droit pénal, mais de la légitimité de la police et des institutions judiciaires. Et enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Enfin, il faut vraiment réglementer ce cannabis parce que ça coûte beaucoup d'argent à la société. Et quand on voit deux hauts magistrats qui sont favorables à cette situation, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans une telle crise, je dirais, dans la société, que la police doit s'occuper d'autre chose que de courir après les fumeurs de pétards. Je pense que c'est assez évident. Un cas particulier en Belgique, on en a toujours un, c'est Anvers, tolérance zéro de la part de Bart de Wever, et pourtant c'est le seul cannabis social club qui fonctionne et qui est accepté. Alors, Catherine, par exemple, dites-nous ce qu'est un cannabis social club pour ceux qui ne seraient pas au courant.
Donc, c'est des usagers de cannabis qui décident de rassembler leurs plants ensemble, à un endroit, de les cultiver ensemble. Chaque plant est nommé et correspond à quelqu'un. On sait exactement ce qu'on voilà, consomme. On sait exactement ce qu'on consomme. Généralement, il y a un contrôle aussi. Ce qui est intéressant dans les Cannabis Social Club, c'est qu'il y a un contrôle social du groupe aussi et de régulation du groupe. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas des gens qui consomment tout seuls dans leur coin. Il y a vraiment une régulation sociale. Bon, ceci dit, le Cannabis Social Club de Anvers a été plusieurs fois poursuivi, par la ville d'ailleurs. Mais il n'est pas fermé. D'autres ont tenté, Namur, Liège, et eux ne mais à chaque fois, il est débouté. Oui. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi comment, dans une ville, parfois, les autorités peuvent réagir différemment. Oui. Là, la commune réagit d'une manière, l'autorité judiciaire réagit d'une autre manière. Et c'est à tel point que la ville a décidé de ne plus poursuivre, puisqu'à chaque fois, ils se font débouter. Beaucoup sont en attente, d'ailleurs, de leur sort. Ils ne savent pas encore ce qu'il va advenir. Non, il y a des procès en cours, oui. Il y a plusieurs procès en cours. Ce n'est pas encore, je dirais, terminé, cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas qu'à Anvers, il y en a à Bruxelles, il y en a un peu partout, qui fonctionnent. Et il y a chaque fois, à un moment donné, une intervention judiciaire et policière. Jusqu'ici, les Cannabis Social Club ont toujours gagné, donc on peut espérer que ça va continuer comme ça. C'est une bonne alternative par rapport au coffee shop. Oui, c'est une vraie alternative par rapport justement à la production. La production ne vient pas de la mafia, il y a un contrôle sur la qualité, puisque c'est bio. Là. Donc il y a toute une culture, je dirais, de la consommation qui est assez intéressante, qui sort du marché illégal et qui fait que finalement, ça ne coûte pas si cher aux gens qui l'utilisent et qui le font, et qu'ils restent plus ou moins dans cette loi. Mais bon, la loi étant tellement floue, c'est ça qui est un peu difficile, ça mériterait que ce soit réglementé, comme le disait l'expert. Il faut que ce soit réglementé, ces Cannabis Social Club, pour que les gens puissent le faire tranquillement et ne soient pas chaque fois, je dirais, aient peur de... Moi, je suis en contact avec eux souvent parce qu'ils ont besoin d'un avocat, donc moi, c'est mon business, donc tant mieux. Mais je dis, ils sont là et ils ne savent pas très bien quoi faire. Et donc, il faudrait plus de sécurité juridique pour qu'ils puissent faire... Parce que c'est de la santé publique qu'ils font. Marie-Ange Cornesco, au Centre d'Action Laïque, on prône la création de ces Cannabis Social Club, pour autant qu'ils ne deviennent pas, eux aussi, tout à fait commerciaux comme les coffee shops. C'est dans le projet également? Alors, ce n'était pas spécifiquement dans notre projet à nous, mais c'est vrai que la Fidelito bruxelloise propose de travailler plutôt... voilà. La question, c'est que c'est un moyen d'organiser le marché, mais il faut penser à tous ceux qui ne vont pas s'inclure dans ces Cannabis Social Club. Donc, ça vaut la peine de réfléchir aussi à une alternative et à un accès libre pour tous ceux qui seraient à la marge. Il ne faut pas que certains soient oubliés et se retrouvent alors encore plus précarisés et se retrouvent encore plus devant les policiers. Est-ce qu'il faudrait une instance européenne ou mondiale pour gérer tout ça? Je sais qu'en avril, l'ONU a consacré une séance à la réduction des risques. Est-ce qu'il faut travailler dans ce sens-là, vous, sur le terrain ou juridiquement, vous pensez? Au niveau du droit, ça existe déjà. Donc il y a déjà ces conventions des Nations Unies où chaque État fait partie de cet ensemble. Et il y a des organes qui sont créés au sein des Nations Unies. Il y a des réunions chaque année. À un moment donné, je travaillais pour le gouvernement. J'étais représenté la Belgique à ces réunions-là. Et donc il y a des organes où les États donnent un peu leur point de vue. Mais évidemment, c'est des points de vue très divergents. Vous avez la Thaïlande qui pend les gens qui vendent du cannabis. Et puis vous avez les Pays-Bas où il y a certaines tolérances. Donc c'est difficile de trouver une cohésion. Moi, je suis plus pour que les États qui le choisissent, c'est-à-dire les parlements, en démocratie, qu'il y ait une majorité parlementaire qui décide, comme ça s'est fait au Colorado ou en Uruguay, à un moment donné, de prendre ses responsabilités. Ça suffit de fuir un peu la réalité du problème, avec la solution qui existe, qui est simple. Qui est mondiale, parce que la consommation est locale, mais évidemment, le problème mondial et tous les trafics... c'est ça qui est réglementé par ces organisations des Nations Unies qui contrôlent. Il y a des obligations, il faut déclarer tout ce qu'on cultive comme cannabis sur son territoire aux Nations Unies. Tout ça est très réglementé. Un pas en avant dans ce débat, mais il y en aura d'autres évidemment, parce que ça ne fait que commencer. Et l'émission est déjà presque terminée. Je voulais peut-être inviter les téléspectateurs à cette marche organisée par le Centre d'Action Laïque, Modus Vivendi d'ailleurs, entre autres, et puis plein d'autres. Ça se passera le 24 juin 2016, de 17h30 à 22h, au Parc Royal de Bruxelles, des concerts, des infos, de la prévention, un peu tout ça. Je suppose que vous y serez. Je n'ai pas besoin de vous remettre le tract. Non, vous l'avez déjà distribué. Eh bien voilà, rejoignez donc tous ces opérateurs sur le terrain le 26 juin avec plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 24, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.